Je suis professeur honoraire de l'Université de Metz en botanique et en écologie, mais aussi en pharmacologie. J'ai commencé à faire de l'écologie en 1964 en Afghanistan, bien avant que le mot écologie ne soit connu du grand public. C'était à l'époque uniquement une sous-discipline de la biologie. Et j'ai été premier adjoint au maire de Metz, donc j'ai fait aussi de l'écologie urbaine. Bon, ceci dit, je fais pas mal de conférences, je fais des films de temps en temps, pas mal de radio. L'écologie, aujourd'hui trop souvent réduite à un concept purement intellectuel et salvateur pour les sociétés en crise, comment vous redéfiniriez l'écologie? Je dirais que c'est par excellence la science des interrelations. C'est que tout se tient, c'est qu'il y a une cohérence, qu'on perçoit de moins en moins dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on se spécialise de plus en plus sur des domaines de plus en plus pointus. Alors, on a dit que le spécialiste était celui qui savait tout sur à peu près rien. Mieux vaut savoir un peu quelque chose sur tout. Alors, cette idée est totalement étrangère au monde dans lequel nous vivons, parce que nous disséquons tout en petits morceaux, ce qui donne cette impression si particulière à la fois de profusion et de confusion. L'écologie, c'est le contraire, c'est la cohérence. C'est le sentiment qu'il y a une très belle organisation dans la nature, qu'il y a des équilibres dans la nature qui ne sont pas définitifs, qui sont métastables, qui peuvent évoluer. Mais ça, c'est l'idée centrale de l'écologie. Peut-on aujourd'hui appréhender un nouveau rapport au vivant qui aujourd'hui était réservé à l'homme, comme par exemple le bien-être animal? Oui, les Grecs étaient très centrés sur ce qu'ils ont baptisé la règle d'or. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent à toi. Et ils avaient le sentiment que si tout le monde applique cette idée, on va trouver des solutions en commun, dans le respect des autres et dans le souci de s'ouvrir à leur point de vue. En réalité, c'est le code de la vie sociale. Si nous voulons vivre ensemble en paix, il faut que nous appliquions cette règle d'or. Mais on peut aussi dire que les autres, c'est pas seulement les humains. Ça peut être aussi les vivants et des animaux dont vous parlez. Pas seulement à les préserver quand on veut préserver la biodiversité, mais aussi pour les animaux de ferme. Dans l'écologie, il y a beaucoup de valeurs et il y a en particulier cette valeur de réussir une convivialité, non seulement entre tous les humains, entre ceux qui seraient porteurs de paix, mais aussi entre tous les vivants. De quelle manière peut-on s'inspirer de la nature et de certains de ses modes de fonctionnement trop souvent méconnus, comme par exemple la collaboration? Oui, alors c'est l'honneur de l'écologie d'avoir montré que la nature n'est pas seulement la loi de la jungle, la lutte pour la vie, la loi du plus fort, où la prédation serait la loi ultime. C'est que dans la nature, il y a beaucoup de coopération. Il n'y a pas seulement de la compétition. Il y a ces coopérations étroites qu'on appelle les symbioses, lorsque deux êtres vivent en commun, étroitement reliés et se rendant service mutuellement. Il y a ce qu'on appelle le mutualisme, ce qu'on appelle le commensalisme. Il y a aussi le fait que le plus fort n'est pas toujours celui qu'on croit. Ceux qu'on pense être les faibles parce qu'ils sont petits sont sans doute plus forts que les grands. Comparons les bactéries aux dinosaures. Donc l'idée que la nature peut nous offrir des modèles à méditer, c'est une idée intéressante. Et puis il y a une deuxième idée, c'est que dans la nature, il n'y a pas l'idée de croissance continue,
qui est une idée propre à l'économie. L'économie nous amène à penser qu'il faut qu'il y ait une croissance perpétuelle, ce qui est impossible dans un monde dont les ressources sont limitées. Ce n'est pas du tout le cas dans la nature. Aucun arbre ne monte jusqu'au ciel, évidemment. La nature, c'est l'idée d'équilibre, c'est une autre idée. L'économie ne sait pas très bien se réguler, d'où le spectacle qu'on a actuellement avec cette effrayante crise économique. La nature s'est régulée. Quel risque voyez-vous entre, d'une part, une société actuelle de plus en plus intensive et presque hors sol, et les besoins humains plus profonds et plus intemporels? Alors, nous avons sombré dans un matérialisme effroyable. Nous avons laissé entendre, comme le dit parfois l'adage, que l'argent fait le bonheur et qu'il faut posséder. Alors, c'est pas vrai. Donc, nous courons après une chimère. Le bonheur est lié à des tas d'autres facteurs. Certes, une très grande pauvreté rend la vie très difficile, donc on pourrait avoir l'ambition collective de faire que tous les humains puissent satisfaire leurs besoins alimentaires, que ce soit l'alimentation, l'habillement, l'habitat, la médecine, les soins en cas de maladie, l'éducation des enfants. Mais au-delà, on tombe dans le superflu, dans l'inutile, dans le futile. Et toute la société tourne autour de ça. Toute la société s'acharne à nous faire croire que nous avons des besoins à n'en plus finir. Ce que nous avons vraiment besoin, au-delà du nécessaire, ce sont des besoins affectifs, des besoins humanistes, des besoins de rencontre, du lien, qu'on appelle le lien social. Et malheureusement, dans une société hyper technicisée comme la nôtre, ces vrais besoins ne sont pas bien pris en compte. Donc il y a une formidable déshumanisation de ce monde. Et notre objectif, nous qui faisons de l'écologie, je crois que c'est de réenchanter, de réhumaniser le monde. Parce que fondamentalement, je crois que l'avenir de l'humanité, c'est pas la technologie. En quoi, selon vous, la non-violence peut être un formidable moteur de changement intérieur, mais également collectif? Il faut que nous reposions complètement cette question, disons, des armes, cette question de l'agressivité spécifique de notre espèce. Et c'est pour ça que nous avons une conscience. Donc nous avons en nous les ressources pour dépasser cela. Bien sûr, il y a des pulsions qui sont des pulsions d'agressivité. Tout le monde. Ce qu'il faut, c'est les dépasser. Et dépasser ces pulsions. Alors, à partir du moment où on devient maître de son dedans, de son intériorité, mais ça demande un travail d'intériorisation, un travail sur soi-même, que la société ne nous pousse guère à faire. Mais si on fait tout ce travail d'intériorisation, on arrive petit à petit à se modifier. Gandhi disait « Sois en toi-même le changement que tu souhaites pour la société ». Et je pense que nous pouvons déboucher alors sur un avenir de paix. Et c'est un peu à ça que nous travaillons, je dois dire, dans cette maison en particulier. Merci.